Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue dans ce 13h. Le vice-président de la République était hier sur le chantier des futurs locaux du Centre régional d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition. Un centre qui va couvrir les zones Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a pour vocation, entre autres, de mener des plaidoyers auprès des États et des partenaires pour un meilleur financement des politiques de lutte. On l'a appris très tôt ce matin, le vol Air France A703 en partance d'Abidjan pour Paris en France n'a pu poursuivre son trajet ce dimanche 10 mars en raison d'une panne technique. Un moteur de l'A380 aurait lâché en plein vol. Nous avons pu rencontrer deux passagers. Ils nous décrivent le vol, le voyage, de toutes les incertitudes. Vendredi 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était ce dimanche l'invitée des salons de Radio Côte d'Ivoire. La ministre a évoqué les efforts et les perspectives du gouvernement pour l'autonomisation économique, sociale et politique de la femme. Sananguya, ou la parenté à plaisanterie. C'est une pratique sociale qui autorise et parfois même oblige des membres d'une même famille, certaines catégories de noms de famille ou des membres de certaines ethnies entre elles à se moquer ou s'insulter, et ce, sans conséquence. Ces affrontements verbaux étant en réalité des moyens de décrispation sociale. La parenté à plaisanterie ne connaît pas de limite dans sa pratique. Lors des enterrements, les parents à plaisanterie peuvent aller jusqu'à moquer le défunt en l'imitant, au fond semblant de pleurer devant les membres de la famille. Dans ce cas, la parenté à plaisanterie détourne l'idée de la mort, la banalise en quelque sorte. Quelle est l'origine de ce système de cousinage? N'y a-t-il pas tout de même des conséquences insoupçonnées? Le Sananguya peut-il être utilisé dans la société moderne? Professeur Mekemeïté est sur notre plateau pour répondre à toutes ces interrogations. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Professeur Mekemeïté qui est titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Bonjour. Bonjour, monsieur. Petit Meïté. On verra. On verra? Oui. Diaby, vous le savez. Non, Diaby, bon, on verra. On verra. Je le vendrai moins cher. À tout à l'heure, dans 30 minutes. Merci beaucoup. En bref et en image, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a effectué hier vendredi une visite du chantier des futurs locaux du Centre régional d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre basé à Abidjan couvrira la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Sous les auspices du PAM, Programme alimentaire mondial, le centre régional va permettre aux pays membres d'échanger les bonnes pratiques en matière de lutte contre la faim et la malnutrition. Il a aussi pour vocation de mener des plaidoyers auprès des États et des partenaires privés pour un meilleur financement des politiques de lutte. On écoute le vice-président de la République à l'issue de la visite de chantier. Ce sera le premier centre en Afrique qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre dans un premier temps. On espère, si les choses marchent bien, toute l'Afrique à partir d'ici. Il y a déjà un autre centre en Chine qui couvre l'Asie. Il y a le centre donc, du Brésil qui couvre l'Amérique latine. Donc on va avoir un autre centre ici qui va couvrir probablement non toute l'Afrique. C'est un élément important. Remercier et féliciter à nouveau le PAM, le Programme alimentaire mondial, avec toutes les structures des Nations Unies, d'ailleurs en charge donc, de l'agriculture, la lutte contre la faim. Ça donc le PAM, la FAO, le FIDA et donc le mouvement SUN aussi, parce que le dossier de la faim est un dossier très très important pour la Côte d'Ivoire. On veut servir d'exemple pour montrer au monde ce que la Côte d'Ivoire fait dans ce domaine et les progrès sont importants. Je prends quelques exemples au passage. Vous avez par exemple le goitre qui existe dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire et justement qu'on met du sel iodé pour la nourriture et puis le goitre disparaît. Le taux d'allaitement était tombé à 12 et maintenant nous sommes autour de 23,5%. Donc ces choses bougent et l'objectif c'est d'arriver donc à 50%. Je vous le disais au sommaire, on l'a appris tôt ce matin, le vol Air France A703 en partance d'Abidjan pour Paris n'a pu poursuivre son trajet ce dimanche 10 mars à 1h45 en raison d'une panne technique. Un moteur de l'A380 aurait lâché en plein vol. Nous avons pu entrer en contact avec un passager qui a requis l'anonymat. Il a eu la peur de sa vie. Le vol AF703 en partance d'Abidjan pour Paris, dont l'horaire était à 23h15, a quitté Abidjan dans les conditions normales au décollage
Et pour précision, l'avion qui avait été mis sur la ligne était un Airbus A380 qui a décollé dans de bonnes conditions de l'aéroport d'Abidjan pour Paris, Roissy-Charles de Gaulle. Et en plein vol, en tout cas selon ce que nous avons vu sur les écrans de géolocalisation, il était marqué Niger. Et on a entendu un bruit suivi d'un jaillissement d'étincelles. Et après ça, l'avion a perdu sa stabilité. L'avion balançait et on entendait des bruits et tous les passagers à bord de l'avion étaient secoués, avec les sièges aussi. Mais le personnel de bord tentait de rassurer les passagers qui n'étaient pas pris de panique. Et les personnels étaient tous souriants. Mais comme ils se sont rendus compte que la peur et la panique commençaient à gagner les passagers, le pilote a annoncé dans le système de communication interne de l'avion que l'avion venait de perdre un moteur et qu'il fallait faire une manœuvre pour retourner à l'aéroport de départ qui est celui d'Abidjan. Et c'est dans ces circonstances-là que l'avion a fait demi-tour pour revenir sur Abidjan. Et selon les conversations qu'on a eues avec certains équipages à bord, qui nous ont raconté que pour faciliter l'atterrissage, les pilotes étaient obligés de vider les réservoirs de l'avion pour le rendre moins lourd et très léger pour qu'il puisse atterrir dans de bonnes conditions. Et cela s'est fait dans de très bonnes conditions. Mais à la descente d'Abidjan, les personnels au sol étaient déjà informés et donc il y a eu un grand dispositif des sapeurs-pompiers de l'aéroport qui s'étaient mobilisés et attendaient que l'avion atterrisse. Et quand la manœuvre d'atterrissage s'est effectuée, l'avion a été parqué très loin de l'aérogare, du côté de l'aéroport qui fait face à la mer. Et c'est comme ça que les passagers ont été débarqués un à un et ont été transportés dans des bus qui ont été mis à disposition pour qu'ils puissent regagner l'aérogare et être orientés vers plusieurs hôtels d'Abidjan. Belmonde Dogbo est députée. Elle également était à bord du vol AF703. Nous avons pu la rencontrer ce matin. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu. C'est au micro de Franck Quadio. Le vol avait bien commencé, même je dirais très bien. Et je dirais à certainement plus d'une heure de vol, nous avons entendu un grand bruit. Et pour ceux qui étaient du côté de l'un des moteurs, on dit qu'il y avait de la flamme. Mais les premières consignes ont été que nous gardions notre calme et notre sérénité. Et nous sommes restés quelques minutes d'attente dans l'espoir qu'une des hôtesses nous dise quelque chose. Et puis après, le commandant de bord nous a parlé, il nous a expliqué pourquoi est-ce qu'on entendait tous ces bruits. Il nous a dit que l'un des 4 moteurs avait explosé en plein vol, mais il nous demandait de garder notre sérénité, notre calme, et que nous faisons demi-tour sur Abidjan. Ils sont en train de vider le kérosène de l'avion, que nous restons calmes. Donc nous sommes restés calmes. C'est vrai qu'à l'atterrissage, il y a eu quelques secousses, il y a eu beaucoup de frayeurs à l'atterrissage, mais nous disons Dieu merci. Dieu merci, nous sommes revenus sains et saufs. Les différents propos ont été recueillis par Franck Quadio et Frédéric Gorebi. Les passagers du vol ET302 d'Ethiopian Airlines, eux, ont eu beaucoup moins de chance. L'avion s'est écrasé ce dimanche au matin, juste après son décollage de l'aéroport international d'Addis Abeba. La compagnie indique avoir perdu le contact 6 minutes après le départ. Les recherches et opérations de sauvetage sont en cours à une trentaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba. L'avion comptait 149 passagers et 8 membres d'équipage. Voilà plus d'un mois que les portes de l'école sont fermées en Côte d'Ivoire. Voilà plus d'un mois que les autorités s'attellent à les rouvrir. Après l'étape des discussions entre les ministères de tutelle et les enseignants grévistes, c'est au tour du médiateur de la République de peser de tout son poids pour le rétablissement de la situation. Adama Tongara reçoit donc les parties concernées. Hier, il a échangé avec la plateforme syndicale et les parents d'élèves. Salima Toudia y était pour RDI. Écouter, conseiller les différentes parties et protéger le système éducatif ivoirien.
Dans sa mission, le médiateur de la République poursuit les consultations pour un dénouement total de la situation actuelle de l'école ivoirienne. C'est d'abord la plateforme syndicale qui a été entendue par Adama Toungara. Elle revendique entre autres le principe de révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi. Nous invitons une fois de plus tous nos camarades à effectivement s'aligner dans les résolutions de l'Assemblée générale qui est de reprendre effectivement les cours et de faire confiance aux médiateurs et de faire confiance aux discussions que nous sommes en train de mener. Et nous avons pris bonne note des conseils qu'il nous a prodigués. Nous avons convenu d'aviser et de lui revenir. Nous nous sommes entendus sur une méthode pour arriver à ce que tous les enseignants reprennent le chemin de l'école et aussi d'aller au-delà de la crise actuelle, d'aller en profondeur de tout ce qui affecte le système éducatif dans notre pays. Ensuite, ce sont les parents d'élèves également préoccupés par la situation qui ont été reçus. On s'est accordé sur un certain nombre de points et de conduire un certain nombre d'actions qui vont nous emmener dans l'apaisement pour que les enfants reprennent très vite les cours dans les écoles. Je voudrais donc rassurer tous les parents que nous continuerons de travailler avec eux pour atteindre cet objectif. Les résultats de ces consultations devront être présentés au gouvernement dans les jours à venir. Vendredi 8 mars, c'était la journée internationale de la femme qui est au centre des efforts du gouvernement selon Ramata Ly Bakayoko. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a évoqué ces efforts ce dimanche dans les salons de Radio Côte d'Ivoire où elle était invitée. La ministre a également abordé les perspectives du gouvernement pour l'autonomisation économique, sociale et politique de la femme. Ces propos ont été recueillis par Jean-Marc Djedji. Autonomisation de la femme, actions engagées et perspectives. Autour de ce thème s'est tenue l'émission hebdomadaire Les Salons de Radio Côte d'Ivoire avec comme invité la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ly Ramata Bakayoko. Elle fait un état des lieux et définit les piliers de l'autonomisation de la femme. L'autonomisation, c'est la capacité de la femme à prendre des décisions, aussi bien au niveau politique, au niveau économique, au niveau social et au niveau familial. Mais surtout, la capacité d'influencer le changement social. Des femmes autonomes sur les plans économiques, social et politique. Des actions sont engagées dans ce sens par le gouvernement. Et au niveau de l'autonomisation économique, le gouvernement a mis plusieurs programmes sur pied. Vous avez le programme Fonds Femmes et Développement qui est logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a permis de rendre autonomes près de 15 000 femmes, près de 6 000 emplois. Et ça a permis aussi à près de 60% de ces femmes à faire de l'épargne. Un fonds qui a été mis en place par le ministère en charge du commerce, c'est le fonds de l'entrepreneuriat féminin, qui permet également aux femmes d'entrepreneurs vulnérables de devenir de vrais entrepreneurs. Un clin d'œil est fait au thème de la Journée internationale des droits de la femme 2019. Le numérique est proposé comme outil d'émancipation, de lutte contre la pauvreté et d'égalité des sexes. On a modernisé la plupart de ces IFEF avec les maisons digitales, c'est-à-dire amener les femmes à s'alphabétiser à travers le numérique. Ce qui fait que ça va très vite. On a été très impressionnés en mettant le numérique au service des femmes pour l'alphabétisation ou bien pour la formation en gestion financière. L'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire reçoit régulièrement une personne ressource qui se prononce sur un sujet d'actualité. Aux côtés d'un grand homme, il y a une grande dame. Ces femmes qui sont braves, qui bougent, qui avancent, qui ont fait fortune en travaillant aux côtés de leur mari. Les exemples sont légion, mais notre reporter a fait focus sur Jeanne Sissoko Zézé, cofondatrice d'agence de notation financière. En plus d'être une collaboratrice pointue, notre femme d'affaires, vous allez le voir, est une mère de famille dévouée. Régis Kofi. Il est 8 heures. Comme tous les matins, Stanislas Zézé se prépare pour le travail. Avant que son épouse ne soit prête, il a juste le temps de prendre un léger repas et suivre l'actualité.
Il fait en effet partie de la liste de ces hommes qui ont construit leur richesse avec le soutien de leurs femmes. À l'heure du boulot, ils se rendent dans le quartier des affaires au Plateau, où se trouvent les bureaux de leur entreprise. Le président directeur général de l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation est heureux de travailler avec sa femme. Ma femme va apporter cet esprit critique là, dans les décisions prises pour l'investissement, pour l'organisation, pour la structuration du business et surtout pour les partenariats. Si les structures au sein du groupe sont bien gérées, de même que le foyer, c'est tout simplement parce que les règles de base ont été fixées. Donc on fait véritablement la part des choses. Quelle que soit la dispute qu'on peut avoir, une fois qu'il faut parler boulot, c'est comme si on fait complètement abstraction du différent personnel qu'on a. On met sur la table le sujet professionnel dont on doit débattre, on le débat comme il se doit. Jeanne Sissoko Zézé, cofondatrice de Bloomfield Investment Corporation, est également la directrice générale de 2 filiales de l'entreprise. Pour une vie de famille réussie, Stanislas Zézé et son épouse ont opté pour l'équilibre. Nous partageons les tâches à la maison. Ce que ma femme ne peut pas faire à la maison, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, je le fais. Donc les rôles sont interchangés. Il n'y a pas de distinction particulière ou de tâches assignées à l'un et à l'autre. Donc toutes les tâches sont interchangeables et nous arrangeons de sorte à ce qu'il y ait une certaine harmonie, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de rupture ni dans la famille, ni au travail. Dans son entreprise, 70% des employés de Stanislas Zézé sont des femmes. Jeanne Zézé ne trouve aucun inconvénient à cette situation. Si je dois me méfier de toutes les femmes qui s'approchent de mon époux, je ne vais pas m'en sortir. Donc je pense qu'il y a un minimum de confiance qu'il faut déjà accorder à son époux. Mais surtout, il y a un niveau de confiance qu'il faut avoir en soi-même. Les collaboratrices de mon mari, je les apprécie à juste titre pour le travail qu'elles font. Elles abattent un travail remarquable. Développer une entreprise avec son conjoint ou sa conjointe est une belle aventure, à condition de préserver les droits de chacun et de suivre les principes de base d'une bonne gestion et d'un bon management réussi. C'était un reportage de Régis Kofi, reportage que vous pourrez retrouver en tapant les www.rti.ci. On prend maintenant la direction du ministère de la Culture et de la Francophonie, puis de la Société ivoirienne de télédiffusion. Là aussi, les femmes ont été célébrées à l'occasion de la journée du 8 mars. Une célébration marquée par des activités festives et des conférences autour du leadership féminin. Le témoignage de Serge Collier. Femmes, potentialisez vos énergies pour booster votre réussite. C'est le thème de la session de formation initiée par la Société ivoirienne de télédiffusion à l'attention de ces travailleuses en cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Il y a quand même des femmes qui sont responsables, directeurs ici, dans l'entreprise, chefs de département, en tout cas à tous les niveaux, on retrouve ici les femmes. Pour Agnès Crédit, la conférencière, il s'agit d'amener les femmes à faire face aux défis qui s'imposent à elles, aussi bien en entreprise que dans la vie de tous les jours. Il y a donc dans cette manière de voir les choses, la conviction que la réussite est à la fois une réussite liée à la femme qui réalise ses rêves de femme, à la femme qui travaille et qui accomplit une carrière dont elle rêve, et puis à la citoyenne qui s'engage dans la communauté. Pour que les femmes puissent être des citoyennes à part entière, qui participent de manière réelle au développement de notre pays et que cela soit reconnu comme tel. Les femmes du ministère de la Culture et de la Francophonie donnent entière satisfaction au ministre Maurice Kwaku Bandama. Le directeur de cabinet, Yves Conan, l'a réaffirmé à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Monsieur le ministre, depuis sa nomination à la tête de ce ministère à ce jour, a promu plus de 37 femmes au poste de responsabilité. Nous sommes passés de 6 femmes responsables au moment où il est arrivé à ce ministère à 43 aujourd'hui. Il était donc indiqué pour monsieur le ministre de leur traduire toute sa reconnaissance et leur dire qu'il est conscient du fait que c'est les femmes du ministère de la Culture qui ont permis le positionnement de ce ministère-là. Les femmes du ministère de la Culture et de la Francophonie ont célébré la Journée internationale des droits de la femme en renforçant la cohésion entre elles.
L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a un nouveau président. D'en haut, Paulin Claude a été élu à la tête de la fêtière hier samedi pour un mandat de 5 ans. Le maire d'Atekoubé, qui succède ainsi à Gilbert Kafana-Koné, compte faire de l'UVICOSI une force de proposition au gouvernement afin que son programme social soit visible au plan local. Didier Nguessan a assisté hier à cette élection. Son reportage. Ovationné par ses pairs, le maire d'Atekoubé, Paulin Danho, vient d'être élu président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. À l'issue de l'Assemblée générale de l'Union, Paulin Danho remporte l'élection du président du bureau exécutif avec 150 voix contre 13 pour son adversaire, Olivier Djabidje, maire de la commune de Zionoula. Le nouveau président de l'UVICOSI entend ouvrir de nombreux chantiers. Ce que les populations attendent de nous aujourd'hui, c'est que nous apportions les équipements de proximité, que nous soyons les bras séculiers du gouvernement dans sa politique de proximité. Nous devons faire en sorte que la croissance connue par notre pays devienne une croissance inclusive. C'est par la participation citoyenne que nous incarnons en tant que maire que nous allons réaliser cela. Donc les maires de Côte d'Ivoire sont disponibles pour être aux côtés du gouvernement, constituer une force de proposition et d'action pour le bien de nos concitoyens. Les jeunes ont besoin de perspectives, d'emploi et les populations ont besoin d'équipements de proximité. C'est notre rôle d'agent de développement. En marge de cette assemblée générale, les élus municipaux ont été formés pour une gestion plus efficace de leur commune. La gestion municipale, c'est une gestion administrative extrêmement lourde parce que vous avez les aspects institutionnels, c'est-à-dire le fonctionnement même des organes qui composent la commune, l'administration communale. Vous avez toutes les questions relatives aux finances. On n'a pas fait ça dans la vie. Nous avons donc besoin de toutes ces compétences, disons, pour que nous puissions effectivement faire face aux besoins de nos populations. Nous sommes de nouveaux élus. Et il était important que nous puissions venir voir et nous imprégner de nos tâches, de nos missions par rapport à nos populations locales. Nous sommes là pour essayer de comprendre un peu quels sont les rudiments qu'on peut nous apporter pour mieux comprendre la mission qui est la nôtre et être plus efficace sur le terrain. Le ministre de la Ville, François Amichia, a apporté son soutien au maire et décliné quelques projets de son département ministériel. Il s'agit notamment de la mise sur pied d'une politique nationale de la ville, de la création d'un observatoire des données urbaines et d'un programme d'urgence de mise à niveau des quartiers défavorisés. Une délégation de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, sillonnent en ce moment des villages des régions de Sikasso au Mali et des Cascades au Burkina Faso. Cela pour s'assurer de l'installation de 20 forages. C'est un projet de 200 millions de francs CFA qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Les témoignages avec les détails avec Ami Sissoko, notre correspondante à Korogo. 10 mois après le lancement des travaux de 20 forages dans les régions de Sikasso au Mali et des Cascades au Burkina Faso, une délégation conjointe de l'UEMOA et de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso, Escabo, vient constater de visu la réalisation des travaux. À sa tête, le président de la région de la Bagoué et président de Escabo, Siama Bamba. Tous travaux à un cahier des charges, il fallait voir si le cahier des charges avait été respecté. En allant du côté des populations, il y a la satisfaction. La satisfaction, on a eu de l'eau. Est-ce que l'eau qu'on a eue correspond à la qualité de l'eau qu'on voulait offrir aux populations? Est-ce que cette eau garantit la sécurité alimentaire des populations? Les travaux sont achevés. Nous avons fait cette mission qualité pour voir si ça répond vraiment aux prescriptions. Si ça ne répondait pas, s'il y a des insuffisances, on va inviter l'entreprise à reprendre les travaux parce que nous tenons à mettre en œuvre des infrastructures durables. Nous tenons à ce qu'il y ait une exploitation durable, que dans 3, 5 ans et 10 ans, que les populations puissent toujours jouir vraiment de ces ouvrages-là. Première étape de cette visite, la région de Sikasso au Mali, dont la commune Loulouni bénéficie de 10 forages. La seconde étape s'est déroulée au Burkina Faso, dans la commune de Wéléni, située dans la région des Cascades, avec aussi 10 pompes à motricité humaine. Un projet initié par l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo et l'UEMOA au profit de leur population.
dans la délégation. Des experts en hydraulique pour se prononcer sur la qualité des ouvrages et de l'eau avant la livraison officielle. Vu les analyses physico-chimiques et puis vu l'eau que nous avons fait sortir des pompes, nous pouvons dire que l'eau est potable pour la population, propre à la consommation. C'est vrai qu'on peut améliorer encore, c'est des accessoires, la clôture, l'intérieur et tout ça, mais ça ne nous empêche pas de donner de l'eau propre à la population. Ces 20 forages sont entièrement financés par la coopération suisse à hauteur de 200 millions de francs CFA. Ce sont au total 18 projets prioritaires d'un montant de 45 milliards de francs CFA qui seront réalisés pour le développement de l'espace Escabo qui compte environ 10 millions d'habitants. Les commissaires de la CEDEAO et de l'UEMOA sont réunis depuis hier ici à Abidjan sur les bords de la lagune Évrier pour évaluer et consolider les acquis du secrétariat technique conjoint des deux commissions. Les experts des deux organisations régionales ont discuté des questions de convergence et de coordination des programmes communs aux deux institutions. Le témoignage de Jean-Louis Bangbo. Cette importante session, la 18e du genre, s'inscrit dans le cadre du renforcement du processus d'intégration régionale, lequel passe par la mise en cohérence des politiques et chantiers communautaires. Pour que ce marché commun puisse être opérationnel, pour qu'il puisse vivre et atteindre les objectifs qu'on lui a fixés, il faudrait bien que les deux commissions qui sont dans l'espace communautaire échangent sur les différents textes qu'ils prennent. La 18e rencontre interinstitutionnelle a permis notamment de faire le bilan du processus de convergence CEDEAO-UEMOA. Il faut dire que les pays ont fait beaucoup d'efforts pour justement évoluer vers l'harmonisation et la convergence des critères, parce que si on veut vraiment avoir une zone économique, une union économique, il faut qu'il y ait absolument une convergence au niveau donc, de ces critères macroéconomiques. C'est la toute première fois que la rencontre interinstitutionnelle CEDEAO-UEMOA se tient hors des sièges des deux commissions. Abidjan inaugure ainsi la délocalisation des rencontres tournantes dans les États de la communauté. Le baobab s'est couché, la bibliothèque a brûlé. L'immense Bernard Bédadier, ou Bernard Abou Kofi Benlin Dadier à l'état civil, vient de décéder à l'âge de 103 ans. L'annonce a été faite hier par Maurice Kwaku Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie. Ce grand homme s'était éteint aujourd'hui à 14h à Abidjan. La nouvelle avait circulé sur les réseaux sociaux et dans divers milieux à Abidjan. Elle vient d'être confirmée. Bernard Bédadier est mort. Le père de la littérature ivoirienne s'en est allé. Il a tiré sa révérence à l'âge de 103 ans. L'homme était fatigué. Il n'est plus apparu en public depuis la célébration de son centenaire. La Côte d'Ivoire et le monde de la culture africaine perdent un monument. L'auteur des œuvres Clembier, Paille-Noire et Torognini aura marqué l'école ivoirienne par ses écrits et contribué à la naissance de la littérature ivoirienne. L'auteur de Clembier et d'autres opus devenus des classiques de la littérature africaine fut le premier écrivain africain dont on a célébré le centenaire de son vivant. L'homme était poète, romancier, homme de théâtre, mais aussi homme politique et ministre de la Culture sous Houphouët-Boigny. Bernard Benlin Dadier, son portrait est signé Franck Quadio. Labouré par la faim et le feu, je fus une terre arable. Page noire pour l'auteur du Paille Noire. On entend la plantation entre Bassam et Benjamin. Puis mon oncle me prend tout petit. Bernard Dadier a définitivement rangé son manuscrit 10 janvier 1916, 9 mars 2019, 103 ans de vie foisonnante au service de la littérature, romans, nouvelles, chroniques, poésie. Considéré comme le père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier s'en est allé. Fils d'auxiliaire de l'administration coloniale, il abandonne même les études, car fuyant les sévices corporels à l'école. Mais en octobre 1924, à Dabou, la réconciliation avec les Bans tracera les sillons de l'homme vers la quête du savoir. Épris de justice, il entre dans l'engagement politique au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire. Après l'indépendance, il rejoint l'administration de Félix Houphouët-Boigny en 1960 et occupe plusieurs postes de responsabilité, dont celui de ministre de la Culture entre 1977 et 1986.
Mais l'impact de Dadié, c'est son abondante œuvre littéraire, le fabuleux roman Climbié, classé par les critiques comme récit autobiographique qui dénonce le poids de la colonisation sur notre culture. Les nouvelles, le paille noir, les jeunes africaines entre autres, la ronde des jours, les lignes de nos mains en poésie, en théâtre, Béatrice du Congo, les voix dans le vent, des chroniques telles Un nègre à Paris. Bernard Dadié, membre de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, s'en est allé. Il laisse un univers littéraire encore inexploré, tant les thématiques les plus diverses et qui ont fait l'objet du colloque sont encore à éplucher. Adieu, Dadié, vive la plume. C'est l'heure du magazine du dimanche. Notre invité est aussi auteur d'un ouvrage. Il est installé. Le sujet du jour est le système de cousinage, appelé ici le Sananguya. On va planter le décor avec ce reportage signé Didier Nguessan. C'est une série de serviteurs que Dieu lui a donnés. Parmi ces serviteurs figure en bonne place le Koyaka, le Gourou, le Yakuba. Tout cela, toute cette cuvée a été donnée au Senufo pour le servir. Des pics lancés à l'endroit de ses alliés. Le décor est planté pour que s'exprime le Sanaguya, expression malinquée désignant les alliances interethniques et parentées à plaisanterie. C'était à l'occasion de la dédicace de l'ouvrage Sanaguya et processus électoral en Côte d'Ivoire, apport, leçons et méditation. Fruit de l'ONG Sanaguya et du groupe de recherche en analyse et théorie littéraire Gratel, l'ouvrage rassemble les actes du colloque du même nom tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny en septembre 2015. Il présente le Sanaguya comme un outil permettant de prévenir et de gérer les conflits, garantissant ainsi la cohésion sociale. Nos cultures orales contiennent encore des vestiges susceptibles de nous amener à la cohésion sociale sans que un gourou ne prenne un couteau contre un malinké, sans qu'un Dan ne prenne le couteau contre un Yakuba ou un Senufo, parce que nos sociétés ont déjà élaboré des formes de régulation de tout ce qui est problème intrasociétaire. L'ONG Sanaguya milite pour l'émergence d'une culture de la paix sur le continent. Professeur Meke Meïté, vous êtes le nouveau titulaire de la chaire UNESCO à l'université Félix Houphouët-Boigny. Dites-nous, c'est quoi les missions de cette chaire? Les missions de la chaire sont nombreuses et diverses. Au niveau de la culture de la paix, il faut mettre en relief tous les facteurs qui sont susceptibles d'amener la connaissance et la maîtrise de la paix. Il y a les droits humanitaires, il y a la question de l'environnement, le développement durable, et j'en passe. D'accord. Nous avons cet ouvrage, Sananguya et processus électoral en Côte d'Ivoire, apport, leçons et méditation. C'est le fruit d'un colloque international qui a été co-organisé par l'ONG Sanaguya et le Gratel. Dites-nous, le Sananguya, qu'est-ce que c'est? Le Sananguya est un terme malinké qui renvoie aux alliances et aux parentés à plaisanterie. Du point de vue de l'étymologie, Sana, c'est le gratin. Lorsque vous faites riz, là, dans la marmite. Lorsque vous faites cuire le riz, le fond, le gratin. Or, il n'y a pas de gratin sans qu'il y ait de cuisine de riz ou de taux. Le gratin aussi se retrouve au niveau du taux. Donc, le gratin, c'est ce qui reste collé, c'est ce qui reste uni. De là, la dénomination Sananguya, qui est justement tout ce qui peut être uni, tout ce qui peut être renforcé, tout ce qui peut être soudé. De là, la notion de Sananguya. Les alliés. Les alliés. Mais c'est quoi la relation entre le concept Sananguya et le processus électoral, en tenant compte, bien sûr, du titre de l'ouvrage? La relation est simple. En Afrique, toutes les élections aboutissent ou partent de conflits. Mais on se rend compte que lorsqu'on prend la peine de s'écouter, de se parler, on n'a pas besoin très souvent de se battre
De là, le principe du Sananguya, qui est une pratique ancestrale, qui existe dans nos sociétés bien longtemps avant que les démocraties viennent créer ce que nous allons appeler des distorsions, des dissensions entre les gens. Donc, la notion de Sananguya est un facteur positif pour nous, pour calmer un peu les tensions qu'entraînent les élections. 2020, c'est bientôt, c'est une année électorale en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'avec le Sananguya, on peut prévenir les crises électorales? Il le faut, il le faut. Il ne faut pas attendre 2020 pour commencer. Nous n'avons pas attendu 2020 pour commencer. Depuis 2010 déjà, avec des sorties dans les lycées, dans les collèges, auprès de la société civile à Saïwa par exemple, nous avons indiqué et expliqué le fondement du Sananguya. Nous avons expliqué le fondement auprès de nos élèves, auprès de nos étudiants, pour qu'ils comprennent justement que l'allié est celui-là même avec qui vous devez fraterniser. Mais pour en parler, il faut savoir qui est ton allié. C'est ça le principe. De là, la nécessité de ce colloque-là, qui a eu lieu il y a quelques années, et dont les fruits sont dans ce livre. Et oui, ce colloque a abouti à cet ouvrage scientifique. Est-ce que cet ouvrage peut être considéré comme une réponse aux insuffisances de la tradition orale, dans la transmission, bien sûr, des connaissances? Bon, on ne pourra pas dire comme une réponse aux insuffisances. C'est un moyen qu'on a trouvé pour formaliser ce qui existe dans nos sociétés traditionnelles. Formaliser, rendre par écrit ce qui existe. C'est tout. On n'a pas inventé la boussole. On a seulement essayé de codifier l'existant à travers ce colloque, à travers les panélistes, à travers tous ceux qui ont bien voulu participer à ce colloque. Et c'est le lieu de remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus. Et c'est un ensemble d'universités, l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université de Korogo, l'université d'Alois et l'université Louis Montesquieu. Voilà. D'accord. Et ça remonte à quand, dites-nous? Ça remonte à quand, le jeu des alliances? Le jeu des alliances remonte bien plus loin que le XIIIe siècle. Mais c'est au XIIIe siècle, avec la charte de Kouroukan-Foucan, qu'on a un élément de codification en son article 7. L'article 7 de la charte du Mandé ou Mandé d'Alican dit ceci. À l'époque de Soundiata. À l'époque de Soundiata dit que il faut fraterniser avec le Sanangou, il faut faire des choses avec le Sanangou. Mais lorsqu'on lit le texte de Djibril Tamsir Niagne, qui est Soundiata ou l'épopée Mandingue, on comprend déjà que ça existait bien avant que Soundiata naisse. Je donne l'exemple simple, ceci. Lorsque le chasseur Traoré tue le buffle de dos et qu'on lui dit, parmi cette assemblée de jeunes filles, choisissez celle qui vous revient. Il choisit la plus laide. Il choisit la plus laide, qui est la mère de Soundiata, qui est une connaît de l'irréalité que cela provoque au cours de l'assemblée. Voici, entre autres éléments, mais on ne veut pas simplement dire du point de vue scientifique qu'il s'agit de l'époque de Soundiata. Parce qu'ailleurs, en Afrique, le Sananguya existe bien. Voilà. C'est-à-dire ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas spécifique à une zone donnée. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ça peut exister. Au Sénégal, au Burkina Faso également. Bien entendu. D'accord, mais il y a quand même des sociétés méconnues du Sananguya, là où ça n'existe pas du tout. Bon, le terme « ça n'existe pas » n'est pas exact. La forme... Il faut dire « méconnu », c'est-à-dire on n'en parle pas assez. D'accord. En Côte d'Ivoire, on fait tous référence, on pense que chez les Bété, ça n'existe pas. Au fond, ça existe. Une étude de l'UNESCO montre que chez les Guébiers, il y a cette forme de Sananguya qu'on appelle le Ménon. D'accord. Voilà. Et comment ça se pratique, le Ménon? Le Ménon, c'est une alliance entre deux ou plusieurs alliés et qui est basée sur des interdits. Comme partout ailleurs, ce sont des interdits. Et ces interdits permettent justement de réguler, de ne pas aller au-delà de ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Voilà. Donc l'alliance en elle-même est caractérisée par des interdits. Forcément. Des mariages, par exemple, qui sont interdits entre alliés. Il y a des mariages qui sont interdits entre alliés parce que dans la cosmogonie, on dit qu'il ne faut pas que le sang soit versé. Et le mariage, il peut avoir des frictions. Ce qui dit friction dit possibilité d'écart. Qui dit écart, donc le sang peut... Il peut y avoir du sang. Voilà. D'accord. Les Yakuba sont alliés des Sénofos. Oui. Les Sénofos sont alliés des Koyaka. Oui. Leurs propriétaires.
Oui. Est-ce à dire que les Yakuba et les Koyaka sont des alliés? Bien entendu. L'allié de mon allié. L'allié de mon allié est mon allié. Le Yakuba et le Koyaka viennent du même groupe ethnique. C'est des gens du Mandé. Mandé du Nord, Mandé du Sud. Oui. À partir de cet instant, nous dominons tous les deux le Sénoufo, le pôle Sénoufo, qui est à notre service. Voilà. Il y a beaucoup là, les caméras. On va vous couper à l'antenne. Il faut qu'ils sachent la vérité. Si on leur appelle dit, il faut qu'ils sachent que leur propriétaire, c'est bien nous. Et nos cousins, les Yakuba. Ce n'est pas qu'ethnique, c'est aussi patronymique. Effectivement. Il y a les Traoré qui sont alliés des Kone, par exemple. Les Touré, c'est avec les Bamba. Il y a les Fofana et les Sila. Et les Diaby avec les Sila, ainsi de suite, les Touré, les Bamba, ainsi de suite. D'accord, les Diaby, les chefs de tout cela. Mais non, ça, c'est pas prouvé. D'accord. En tant que chercheur, comment on s'assure, par exemple, d'altérer le moins possible dans le fond et dans la forme une valeur sociale telle que le Sananguya? Il faut d'abord connaître le Sananguya. C'est une pratique de nos sociétés. Or, nos sociétés, à l'époque, sont d'obédience orale. Qui dit oralité, transmission du savoir par l'effet de langue. Donc, pour le moins altérer, il faut que la transmission continue. Les gens de notre génération savent tous que les Sénoufos, depuis belle lurette, ont été faits pour nous servir. C'est ça le Sananguya. Donc, l'altération dont vous parlez ne peut apparaître que s'il y a rupture de la chaîne de transmission. D'accord. Et c'est pour assurer tout ça qu'il existe aujourd'hui ce genre d'ouvrage. Il existe cet ouvrage et bien d'autres. Et bien d'autres. Voilà. C'est pour cela que je dis ce genre d'ouvrage. Et puis, est-ce que vous pensez que le Sananguya peut être appliqué dans nos tribunaux pour résoudre les litiges dans la société moderne? Bon, c'est dans les communications que vous avez dans ce livre. Un des panélistes, justement, se penche sur cette question. Mais pourquoi on va au tribunal? Parce que c'est la forme moderne de règlement de conflits, la forme moderne. Mais cette forme moderne ne s'applique pas toujours à nos réalités. Donc, il appartient au juge de faire attention et de dire, ceux qui viennent, voici ce qui les unit, voici ce qui les sépare, il m'appartient de faire la part des choses. Bien sûr. Voilà. Les alliances interethniques peuvent contribuer à la cohésion sociale? Il le faut, et ça existe déjà. Parce que lorsque le Sénoufo rencontre son maître, il sait à qui il a affaire, ainsi de suite. Et il n'y a pas que l'aspect malinqué qu'il faut faire prévaloir. En pays à Caen, la formulation est tout n'en paix, c'est-à-dire singulièrement le tout paix, qui existe dans le groupe à Caen entre le Baoulé et l'Agni, entre le Dida et la Baie, entre la Izi et la Ladjan, et j'en passe. Et vous êtes universitaire, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, titulaire de la chaire UNESCO. Que peut le Sananguya dans la prévention des crises universitaires? Mais le Sananguya, il existe. Mais il est bon d'indiquer qu'il y a des règles toujours. Ce n'est pas parce que nous sommes Sanangou et que nous sommes sur l'espace universitaire qu'on ne doit pas respecter les règles régissant nos académies. À l'université, il y a des règles, il y a des lois. Il faut les respecter. On n'a pas besoin de violence pour régler nos problèmes. On peut toujours et on doit toujours se parler dans le respect de la loi. Je vous ai dit tantôt que dans l'Afrique traditionnelle, il y a des interdits. De la même façon, à l'université, c'est-à-dire dans la société moderne, il y a des interdits. Il faut respecter les interdits. Si vous ne respectez pas l'interdit, ça veut dire que vous mettez à dos la loi. Il n'y a pas très longtemps, la directrice générale de l'UNESCO était en visite à Abidjan. Je suppose que vous lui en avez parlé, du Sananguya, bien sûr. Qu'en a-t-elle pensé? Je n'ai pas personnellement parlé puisqu'elle était prise dans les... Mais nous avons discuté avec le directeur général adjoint et la représentante Côte d'Ivoire de l'UNESCO qui ont apprécié ce livre-là et par rapport auquel le directeur général de l'UNESCO, le directeur général adjoint, travaille sur la question du Sananguya comme élément endogène à faire prévaloir de façon à ce que justement nos conflits, les conflits qui minent l'Afrique, trouvent une solution autre que celle importée.
Et puis je sais que l'un de vos rêves, hein, c'est qu'on introduise ces mécanismes endogènes dans les curricula des enseignements des universités, voire même dans le système scolaire. Merci. Meke. Une dernière chose, c'est qu'il faut retenir... C'est fini. C'est fini. C'est quoi la dernière chose? La dernière chose, c'est pour indiquer que le Sananguya est un problème expliqué, défendu par l'UNESCO. D'accord. C'est tout. C'est tout. Merci. Professeur Meke Meïté, titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du Sananguya, ce système de cousinage qui banalise tout, même les sujets les plus délicats. Merci encore et revenez quand vous voulez. Les gourous sont en haut, ils vous attendent. Fin du Dimanche Magazine, fin de ce 13h, mais à revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. À très bientôt sur la chaîne qui rassemble.